À l'enterrement de mon fils, le téléphone a sonné au moment précis où j'essayais de garder mes jambes stables sur le sol humide de ce cimetière. Je tenais toujours la poignée du cercueil, comme s'il pouvait empêcher le monde de s'effondrer sur moi une fois pour toutes. Le vent froid qui passait à travers les cyprès semblait porter toutes les voix de mères qui avaient déjà perdu des enfants avant l'heure. Je regardais l'écran en tremblant, ne comprenant pas pourquoi quelqu'un insisterait pour appeler à cet instant où tout mon monde était à genoux. Je n'ai répondu que parce que le corps a agi avant l'esprit. Mes doigts ont appuyé automatiquement sur le bouton vert, et c'est alors que j'ai entendu ce souffle de l'autre côté. Un souffle que j'ai reconnu à ce moment-là. Un souffle qui ne devrait plus exister. Je m'appelle Aïcha, j'ai 64 ans, et je n'aurais jamais imaginé avoir la force de marcher derrière le cercueil de mon fils. Il s'appelait Laurent, et c'était mon seul garçon. Grand, calme, travailleur, un de ceux qui tiennent toute la famille avec un mot. J'ai vécu toute ma vie en croyant que les mères enterrent les souvenirs, pas les enfants. Alors, quand j'ai entendu cette voix murmurer mon nom, j'ai senti quelque chose de glacial toucher la base de mon cou. Une sensation que je n'avais ressentie qu'une seule fois, il y a des années, lorsque quelqu'un a essayé de terminer tout ce que j'avais construit. J'ai essayé de répondre, mais j'ai eu la gorge serrée. À côté de moi, ma plus jeune fille, Nadège, me tenait le bras en pensant que c'était le poids du chagrin. Ce n'était pas le cas, c'était autre chose, quelque chose qui est revenu me hanter. J'ai regardé autour de moi comme si cette voix pouvait être là, cachée parmi les gens, mais je n'ai vu que des voiles noirs, des mains tenant des foulards et des yeux rouges. La messe résonnait encore dans ma tête, chaque mot comme une pierre posée sur ma poitrine. Le prêtre venait de dire que Dieu console ceux qui pleurent, mais à ce moment-là, je n'ai senti qu'une vieille peur se réveiller. La voix, basse, rauque, lente, répétait mon nom, comme si elle m'appelait d'un endroit où personne ne devrait l'appeler. Et je savais qui c'était. Je le savais si bien que mes jambes ont failli lâcher. Mais cette personne était morte. Ou du moins, ça devrait l'être. Pendant que les fossoyeurs faisaient leur travail, j'ai essayé de respirer profondément pour ne pas tomber là. Cet appel téléphonique était impossible. Et c'est précisément pour cela que j'ai compris. Les funérailles de mon fils ne sont peut-être pas la fin de quoi que ce soit. Peut-être que c'était le début de la partie la plus sombre de mon histoire. Nadège m'a serré la main et m'a dit que je devais économiser des forces, mais je n'avais aucun moyen de l'expliquer. Je ne pouvais pas dire que cette voix appartenait à quelqu'un qui a détruit la moitié de ma vie avant de disparaître dans le monde. Quelqu'un qui connaissait des secrets que j'ai juré de ne jamais révéler pour protéger mes enfants. Et maintenant, l'un d'eux s'en allait dans un cercueil fermé. Je me suis accroché à son bras pendant que la pelle frappait le bois avec un bruit qui fendait l'air. Un son sec et agressif qui sonnait comme une accusation. Chaque battement était comme un rappel que j'avais échoué à quelque chose. Qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas vu, que je n'avais pas compris ou que je n'avais pas protégé. Et alors que la terre commençait à s'effondrer, j'ai ressenti un pincement au ventre, comme si mon corps essayait de m'avertir que cet appel téléphonique avait un lien direct avec la mort de mon fils. J'ai fermé les yeux pendant une seconde, mais la voix n'arrêtait pas de résonner dans mon esprit, appelant mon nom d'une manière que je n'avais jamais oubliée, même si j'avais passé tant d'années à essayer de l'effacer. Sur le chemin de la voiture, presque traîné par Nadège et ma filleule Mariama, le téléphone a de nouveau vibré. Le même numéro, sans identification, comme s'il provenait d'un trou caché entre le passé et le présent. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. J'avais le souffle court, j'avais la tête qui tournait, et pour la première fois depuis que Laurent avait été retrouvé mort, j'ai senti une méfiance naître en moi, un soupçon si lourd qu'il semblait reposer sur mes épaules. J'ai regardé en arrière et j'ai observé le cimetière, essayant de comprendre pourquoi, au milieu de tant de douleurs, la vie voulait me donner celle-ci. Lorsque nous sommes arrivés à la voiture, le téléphone a vibré pour la 3e fois. Cette fois, Nadège l'a vu et m'a pris l'appareil des mains en me demandant qui me dérangeait. J'ai menti. Il a dit que c'était une erreur. Elle l'a cru, parce qu'elle n'a jamais su les détails de mon passé. Parce que j'ai tout caché, pensant que je protégeais mes enfants. Mais maintenant, avec Laurent enterré, je ne savais plus si j'avais protégé ou condamné. Sur le chemin du retour, le silence s'est emparé de nous tous. Seul le bruit du moteur et le vent contre la vitre essayaient de combler l'absence qui semblait plus grande que la voiture elle-même. Et pourtant, tout ce que j'ai entendu, c'est la même phrase qui résonnait dans ma tête, avec cette voix impossible.
Aïcha, écoute. Et c'est là, en regardant par la fenêtre et en voyant les rues mouillées par la pluie récente, que j'ai réalisé que le chagrin ne serait pas mon seul tourment. Il y avait quelque chose qui s'approchait de moi. Quelque chose que je pensais avoir enterré dans le passé, avec toutes les peurs que je porte. Et la voix au téléphone était la preuve que rien n'était vraiment mort. Mais que s'est-il passé quand je suis rentrée à la maison? Personne dans cette rue ne l'oubliera. Quand je suis rentrée chez moi, le silence semblait plus lourd que le cercueil que je venais d'accompagner. La porte était encore entr'ouverte parce que nous nous précipitions pour l'enterrement, et la première chose que j'ai ressentie a été l'odeur du manteau de Laurent, toujours suspendu dans l'entrée. Une odeur qui mêlait parfum boisé, vent froid et précipitation du dernier matin où je l'ai vu vivant. J'ai touché le tissu lentement, comme s'il pouvait ramener mon fils, mais le contact n'a fait que resserrer encore plus ma poitrine. Nadège est venue juste derrière moi, a posé mon sac sur la table et m'a demandé de m'asseoir. Mais le téléphone a de nouveau vibré à l'intérieur de mon manteau. Même sans regarder, je savais que c'était le même numéro. Le même fantôme. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai porté une main à ma poitrine. J'ai senti mon cœur battre à un rythme rapide, presque comme si j'avertissais que quelque chose allait encore se produire. Nadège s'en rend compte tout de suite. Il s'est approché, m'a tenu les épaules et m'a demandé si j'avais mangé, si je voulais du thé, si j'avais besoin de médicaments. Les mères ont l'habitude de cacher leur douleur pour ne pas effrayer leur enfant, mais à ce moment-là, j'ai voulu lui dire toute la vérité. Qui était cette voix? Ce que cette personne m'avait fait? Pourquoi ne serait-elle pas en vie? Mais quand j'ai ouvert la bouche, rien n'est sorti. Comme si les mots étaient piégés sous des couches d'années, de secrets et de peur. La sonnette retentit. Nadège est allée me répondre, mais je l'ai attrapée par le bras. J'ai senti un frisson si fort que mes mains tremblaient. À travers l'étroite fenêtre de la porte, une ombre immobile pouvait être vue dans le couloir de l'immeuble. Une grande ombre immobile, comme si elle avait attendu avant notre arrivée. Nadège insista pour l'ouvrir, disant que qu'était peut-être Mariama qui apportait quelque chose de la boulangerie. Mais l'ombre ne bougea pas. Il n'a pas fait un pas. Il n'a rien dit. C'était juste là, fixe. Fixant la porte comme si elle savait qu'il y a un secret à 6 pieds de distance. La sonnette sonna à nouveau, cette fois plus longtemps, comme une demande impatiente. Je me suis approchée lentement, essayant de mieux voir, mais la lumière dans le couloir vacillait, donnant à cette silhouette un air presque irréel. Le téléphone a vibré dans ma poche. Encore, en même temps, comme s'il était synchronisé avec cette présence dès l'autre côté de la porte. J'ai senti mes jambes s'affaiblir, et un souvenir que je pensais ne jamais revoir m'est revenu avec force. Une nuit, il y a de nombreuses années. Un combat. Un cri qui résonna dans toute la maison. La promesse que je le paierais cher si je disais quoi que ce soit. Et puis, une disparition. Une mort annoncée, mais jamais vue avec les yeux. Nadège tira sur la poignée et la porte s'ouvrit en claquant dans un lent grincement. J'ai retenu mon souffle. C'était le facteur. Un homme mince, vêtu du même manteau bleu que d'habitude, tenant une enveloppe trop grande pour être de la propagande. Il me l'a tendue et s'est excusé de m'avoir dérangé, disant qu'il avait besoin de ma signature. Nadège éclata de rire, soulagée. Mais je ne l'ai pas fait. Mon cœur battait fort. Aussi l'ombre n'était que le facteur. Mais pourquoi mon corps a-t-il réagi comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre? Pourquoi l'appel téléphonique a-t-il coïncidé exactement avec la sonnette de la porte? Pourquoi ai-je eu l'impression que quelqu'un me regardait dans ce couloir? Je signai en tremblant. Et quand le facteur fut parti, je refermai la porte plus fort que je ne l'avais prévu. L'enveloppe était lourde. Il n'y avait pas d'expéditeur visible, ni de joint commun. C'était comme ces enveloppes utilisées pour les documents officiels. Mais le papier était légèrement humide, comme s'il avait été laissé sous la pluie. Je me suis approché de la table et l'ai placé là, le fixant comme s'il respirait. Nadège m'a demandé qui aurait pu envoyer quelque chose le jour de l'enterrement de mon fils, mais je n'ai pas eu de réponse. Et peut-être serait-il préférable de ne pas l'avoir. Je m'assis sur la chaise et appuyai mes mains contre le bois froid de la table. Le temps semblait lent. Nadège a insisté pour que je l'ouvre, mais quelque chose en moi m'a dit d'attendre. Le téléphone a vibré, pour la 4e fois. Et quand j'ai touché l'écran et que j'ai revu le numéro inconnu, j'ai senti une goutte de sueur froide couler sur le côté de mon visage. Je répondis d'une main tremblante. Le son qui venait de l'autre bout n'était pas une voix cette fois-ci. C'était un enregistrement. Mauvais, vieux, comme s'il avait été fabriqué il y a des années.
C'était une respiration lourde et traînante, suivie d'un murmure si bas que j'ai dû coller le téléphone à mon oreille pour comprendre. Et quand j'ai compris, mes mains se sont figées. L'enregistrement disait exactement la même phrase que cette personne m'a dite la dernière fois que je l'ai vue vivante. « Vous ne me l'avez pas dit, n'est-ce pas ? J'étais prévenue de ce qui allait se passer. » Je lâche le téléphone. Il a heurté le sol avec une détonation qui a fait courir Nadège vers moi pour me demander ce qui se passait. Je ne pouvais pas répondre. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était regarder l'enveloppe sur la table. Parce qu'à ce moment-là, au plus profond de mon âme, j'ai su qu'il avait une connexion directe avec la voix au téléphone et avec la mort de Laurent. Nadège a pris l'enveloppe sans demander la permission et a commencé à l'ouvrir, mais je lui ai tenu la main. Je n'étais pas prêt. Pas après cet enregistrement. Pas après les sentiments que quelqu'un jouait avec mon désespoir. Elle m'a serré dans ses bras en me disant que tout allait bien se passer. Mais elle ne connaît pas le passé. Il ne sait pas ce qui pourrait être derrière cela. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cette phrase signifiait pour moi il y a des années. J'ai fermé les yeux un instant, essayant de respirer. Mais quand je les ai rouverts, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il y avait une petite déchirure dans l'enveloppe, presque invisible, comme si quelqu'un l'avait déjà ouverte et fermée. Comme si quelqu'un voulait que je voie le contenu, mais pas toute la vérité. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit venant du couloir de l'immeuble. Un bruit qui m'a fait dresser toutes les mèches de cheveux, parce que j'ai aussi reconnu ce son, et je ne l'avais pas entendu depuis le jour où tout a commencé. Ce bruit dans le couloir m'a fait raidir tout le corps, comme si j'avais fait un retour des années en arrière. C'était une traînée lente, irrégulière, presque paresseuse, comme si quelqu'un passait sa main sur le mur pendant qu'il marchait. Ce genre de son qui ne fait que faire ceux qui veulent être entendus. Qui veut annoncer qu'il est arrivé ? Et je savais exactement qui c'était. Parce qu'il n'y avait qu'une seule personne au monde qui marchait comme ça. Et c'était précisément la personne qui ne pouvait pas être en vie. Nadège ne s'en aperçut pas, car pour elle, il ne s'agissait que d'un voisin qui revenait faire ses courses. Mais pour moi, c'était un souvenir brut. Un souvenir que j'ai enfoui dans une pièce fermée, en jurant que je n'ouvrirais plus jamais la porte. Mon cœur s'est mis à battre si vite que j'ai dû poser ma main sur la table pour ne pas se tomber. Je me dirigeais lentement vers la porte, comme hypnotisé, comme si le passé enlevait ma main du présent et y revenait. Nadège m'a appelé 2 fois, mais j'avais l'esprit trop loin. À chaque pas que je faisais, ce bruit de traînée devenait plus clair, net, plus indubitable. Je le reconnaîtrais n'importe où, parce que ce son a précédé la pire nuit de ma vie, la nuit où j'ai juré de protéger mes enfants de tout, y compris cette personne. Quand je me suis approché de la porte, j'ai regardé par le judas. Le couloir était vide, un vide si silencieux, si étrange, qu'il semblait se moquer de ma mémoire. Mais j'entendais encore le traînement, maintenant plus bas, comme s'il descendait l'escalier. Nadège posa sa main sur mon épaule et me demanda ce que j'essayais de voir. Je ne savais pas quoi répondre. Je ne pouvais que me murmurer à moi-même que cela n'avait pas de sens. Parce que cette personne est morte. Ou du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Je n'ai jamais vu le corps. Je n'ai jamais vu l'enterrement. J'ai seulement reçu un appel, il y a des années, disant que c'était mieux ainsi, que j'étais libre. Mais personne n'est libéré de quelqu'un aussi facilement. Je quittais la porte en tremblant et retournais dans le salon, où l'enveloppe était toujours sur la table. Je ne voulais pas, mais mes yeux étaient attirés par lui comme s'il avait son propre poids émotionnel, comme si le contenu à l'intérieur était vivant, respirant, attendant d'être vu. Nadège a insisté pour que je m'assoie et que je l'ouvre pour mettre fin à ce mystère une fois pour toutes. J'hésitais, parce que je savais qu'une fois que je l'aurais ouvert, il n'y aurait pas de retour en arrière. Le mensonge du passé se déchirerait en même temps que le papier, et la vérité pourrait être pire que la mort de mon fils. Mais le téléphone a de nouveau vibré. Le même nombre, 5 fois. J'ai commencé à pleurer sans m'en rendre compte. Nadège m'a pris le téléphone des mains, y a répondu et l'a mis sur haut-parleur, sans imaginer ce qu'elle allait entendre. De l'autre côté, le silence. Un silence si lourd qu'il semblait occuper toute la pièce. Nadège m'a dit bonjour 3 fois. Puis elle m'a regardée, confuse. Et c'est alors que, enfin, la voix a parlé. Bas, traîné, comme avant. La même phrase de l'enregistrement. La même phrase qu'il y a des années. Tu ne me l'as pas dit, n'est-ce pas ? Nadège, ne comprenant pas, demanda qui c'était. La voix l'a ignoré et a continué à me parler, comme si elle n'existait même pas. Je vous l'avais dit. La facture arrive.
c'est toujours assez. C'est la phrase que j'ai entendue le jour où j'ai caché mes enfants dans la salle de bain et verrouillé la porte avec mon corps, alors que cette personne menaçait de tout détruire. Un jour que je n'ai jamais dit à personne, pas même pour Laurent, ni pour Nadège, pas même pour moi parfois. Le téléphone est tombé de la main de ma fille, qui a mis sa main à sa bouche, essayant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Il demanda qui c'était, mais comment l'expliquer sans ouvrir des blessures qui ne guérissaient jamais? Comment expliquer que cette voix appartienne à quelqu'un qui aurait dû être enterré depuis plus de 10 ans? Je me suis assis, sans force dans les jambes, et j'ai finalement rapproché l'enveloppe. Si cette personne était vivante. Puis quelqu'un m'a menti. Et si quelqu'un mentait, il avait une raison. Et s'il y avait une raison, mon fils aurait pu en payer le prix. Les doigts tremblants, j'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait que 2 choses. Une photo et un papier plié en 4. La photo est tombée en premier. Quand je me suis retournée, j'ai senti mon estomac se retourner. Il s'agissait d'une photo de Laurent, quelques jours avant sa mort. Debout devant un immeuble abandonné du quartier de Montreuil, il se retourna comme s'il avait entendu quelque chose. Derrière lui, partiellement couverte par l'ombre, se trouvait une silhouette exactement de la taille et de la forme de cette personne. J'ai commencé à halter. Nadège a pris la photo, essayant de comprendre, mais je suis la seule à reconnaître cette ombre. Même floue, même loin, même impossible. J'ai ouvert le papier plié. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule phrase, écrite de la même écriture tremblante que j'avais vue il y a des années dans une lettre menaçante. Il a découvert la vérité, et il l'a payée. Mon corps s'est refroidi. Nadège s'est mise à pleurer, disant que c'était un piège, une plaisanterie cruelle. Mais ce n'était pas le cas. Je savais que ce n'était pas le cas, parce que je n'oublierai jamais cette écriture. C'est l'écriture de quelqu'un qui un jour m'a fait jurer le silence. L'écriture de quelqu'un qui a essayé un jour de m'enlever mes enfants. L'écriture de quelqu'un qui devrait être mort. J'ai posé ma tête sur la table. Toute la pièce semblait tourner. La douleur du chagrin que je pensais être la pire que je pouvais vivre n'était maintenant que le début de quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus profondément, beaucoup plus dangereux. Et c'est à ce moment-là, au milieu de cette dépression émotionnelle, que nous avons entendu 3 coups forts à la porte. Des rythmes que j'ai tout de suite reconnus. Des coups qui précédaient toujours un avertissement. Des beats qui ne devraient plus exister. Les 3 coups à la porte ont fait bouger mon âme. Il ne s'agissait pas de coups de la part d'un voisin, d'un facteur ou d'une personne pressée. Ils étaient lourds, fermes, avec cet intervalle exact entre l'un et l'autre. Le même rythme que j'ai entendu pendant des années. Toujours avant une menace, toujours avant le chaos. Il était impossible de confondre. Nadège recula d'un pas, effrayée, mais ne comprenant toujours pas la gravité de ce qui se passait. Je ne pouvais pas bouger. Chaque cellule de mon corps savait ce que signifiaient ces battements. La personne qui a fait tourner ma vie en labyrinthe, qui m'a promis la ruine, qui a disparu comme un fantôme, maintenant il était derrière cette porte. Pendant un moment, j'ai cru que je devenais fou, que la douleur de la mort de Laurent déformait mon esprit. Mais alors le téléphone vibra de nouveau sur la table, comme une écho des coups. Le même nombre, la même menace silencieuse. J'ai regardé l'appareil, puis la porte, et j'ai senti un mélange de panique et de colère monter à l'intérieur. C'était comme si toutes les années de silence commençaient à se briser en même temps, comme le verre qui se fissure. Nadège m'a touché le bras et m'a chuchoté qu'elle allait appeler la police. Je lui ai tenu la main, non pas parce que je pensais qu'elle avait tort, mais parce que je sentais que si elle s'éloignait, cette personne pourrait profiter de n'importe quel vide pour entrer dans nos vies une fois pour toutes. Le téléphone a de nouveau vibré. Les coups à la porte recommencèrent, plus fort cette fois. J'ai fermé les yeux et le dernier souvenir de ce vieux jour m'est revenu avec force. Moi tenant dans mes bras Laurent, encore enfant, tandis que cette personne criait dehors, jurant que rien dans ce monde ne m'appartiendrait longtemps. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait 2 pas vers la porte. Nadège a essayé de me retenir, mais je me suis lentement démêlée. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin de savoir si c'était vrai, si ce fantôme était revenu en chair et en os, si tout ce que j'ai vécu ces derniers jours, l'appel téléphonique, l'enveloppe, l'ombre sur la photo, était une menace réelle ou une torture calculée. Mes jambes tremblaient, mais je continuais à marcher jusqu'au Judas, regarder, et il n'y avait personne. Le couloir était vide, silencieux,
éclairée seulement par cette faible lumière qui laissait le mur avec un ton verdâtre. C'était impossible. J'ai entendu les coups. J'ai senti les ondes traverser le sol. Je savais que cette personne était là. Nadège m'a demandé ce que je voyais, mais je n'ai pas pu répondre. J'ai continué à regarder, attendant un mouvement, un pas, un son. Rien, mais rien. Seulement le vide. Juste le coureur qui respire seul. C'est alors que je me suis rendu compte que le téléphone avait cessé de vibrer. Quand je me suis tournée vers la table, elle était éteinte, comme si quelqu'un avait raccroché de loin. Nadège a pris l'appareil, a appuyé sur les boutons, mais il ne s'allumait pas. La batterie était pleine. Je l'avais chargé avant l'enterrement. Cela n'avait aucun sens. Rien n'avait de sens. La maison était trop calme. L'enveloppe était toujours ouverte sur la table, avec la photo de Laurent regardant en arrière. La phrase sur le papier semblait plus sombre, comme si elle venait d'être écrite. Et ce n'est que lorsque je me suis rassise, épuisée, que quelque chose en moi s'est finalement mis en place. Cette personne, vivante ou non, ne serait pas revenue sans raison. Et la raison, je le savais, avait un nom et un visage. Laurent. Mon fils n'est pas mort pour rien. Il n'est pas mort par accident. Quelqu'un a fermé la bouche avant qu'il ne puisse révéler ce qu'il avait découvert. Et cette vérité me revenait comme un avertissement. Nadège a pleuré en demandant ce qui se passait. Je l'ai serré dans mes bras et, pour la première fois depuis des années, j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais eu le courage de dire. Ma fille, quelqu'un que je croyais mort, est revenu. Elle s'est figée. Il n'a posé aucune question. Peut-être a-t-il compris à ma voix que je n'exagérais pas. Peut-être a-t-il senti que la présence qui nous entourait était trop réelle pour n'être qu'imagination. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre du salon. Dehors, la rue était presque vide, avec seulement un homme qui passait avec son chien et une voiture garée sur le trottoir. Mais quelque chose a attiré mon attention. Il y avait une silhouette debout de l'autre côté de la rue, nous tournant le dos, immobilisé sous le lampadaire. Il n'a pas bougé, il ne parlait pas. C'était juste là, en regardant le sol, comme s'il attendait le bon moment pour relever la tête. Tout mon corps frissonnait. Nadège est venue à moi et m'a regardé aussi. Mais quand elle a regardé, la silhouette n'était plus là. Il avait disparu sans faire aucun mouvement visible, comme s'il n'avait jamais existé. J'ai fermé les rideaux lentement. Puis, je me suis approchée de la table et j'ai repris la poteau de Laurent. J'appuyais mon front contre elle. Je savais ce que je devais faire. J'allais découvrir ce que mon fils a trouvé dans cet immeuble de Montreuil. J'allais découvrir qui se cachait derrière cette voix. J'allais révéler la vérité que j'ai passé toute ma vie à enterrer. Et si cette personne revenait vraiment? J'allais donc terminer ce que je n'avais pas terminé il y a des années. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis essuyé le visage, j'ai regardé Nadège et j'ai dit, de la voix la plus ferme que j'ai pu trouver en moi, « Demain, je vais à cet endroit. » Mais qu'est-ce que j'ai trouvé quand je suis arrivée là-bas, ma fille? C'est quelque chose que je ne serais pas capable d'imaginer, même dans des cauchemars. Si cette histoire vous a profondément touché, commentez. Je veux la vérité.